Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler que du Python Régis, des Python Régis de mon élevage. Je ne vais pas tout vous montrer non plus parce que le problème c'est qu'il est toujours pareil. Il y en a en période de mue, il y a une femelle pleine à craquer, je n'ai pas trop envie de la manipuler, je vais vous la montrer par petites séquences. Il y a toujours quelque chose qui fait que je ne peux pas montrer tous mes serpents comme ça en même temps sur la même vidéo. C'est un peu compliqué. Alors là, j'ai mis dans des petites boîtes plastiques pour vous montrer un peu les mutations génétiques que je possède chez moi. Quelques petits projets de reproduction. On va parler un petit peu génétique vite fait. Ça veut dire les bases, vraiment le simplifié de chez simplifié parce que je n'ai pas les bons termes pour vous expliquer comment ça se passe réellement au niveau de la génétique. J'ai des bases, je reproduis chaque année, je sais ce que je fais quand même. Mais derrière, je ne suis pas un spécialiste de la génétique, surtout chez le Python Régis. Donc on va y aller mollo, on va y aller très mollo sur cette vidéo. A de suite! Voici un mâle Bumblebee. Alors Bumblebee c'est du pastel et du spider. Donc c'est deux mutations génétiques, le spider qui est dominant et le pastel qui est codominant. C'est un peu du chinois pour beaucoup de personnes qui me regardent je pense. Et quand on les met ensemble, du dominant et du codominant, on peut rassembler les deux colorations pour avoir ça. Donc là nous avons bien le dessin donc, du spider avec une coloration plus proche de celui du pastel qui est mélangé à celui du spider. Ce qui donne ça avec une énorme remontée de blanc. Alors il est un petit peu maigrichon, c'est un serpent qui mange que très peu dans l'année, qui est pourtant très bon reproducteur parce qu'il a attaqué sa 4e année de reproduction dans mon élevage. Donc il a quand même un certain âge, mais il se porte vraiment très bien. Alors il peut être beaucoup plus jeune que ça, bien évidemment. Là il ne l'est pas, bon ça tout dépend. S'il vient, il vient juste de faire sa mue, il sera bien pétard. Ouh, celle-ci elle commence à être lourde. Une femelle butter. C'est une femelle qui a 5 ans et qui n'a jamais reproduit. Alors je ne sais pas pourquoi. Chaque année, je la mets en présence de plusieurs mâles. Des mâles qui reproduisent chaque année comme mettons mon mâle Bumblebee. Il y a les accouplements qui se font pendant 3 mois, 4 mois. Il y a bien la baisse des températures, la séparation, l'accouplement, la remontée des températures. Tout y est, mais elle n'a jamais sorti un œuf. Donc je pense qu'elle est tout simplement pas fiable. Mais elle est tellement magnifique que je l'aime, ma petite. Voilà, regardez là. Donc c'est dommage parce qu'en fait j'avais un gros projet avec du leucistique. Du leucistique c'est tout simplement du blanc yeux bleus. Il y a plusieurs manières d'avoir du leucistique en captivité. Pour en avoir, on peut croiser par exemple un butter comme celui-là avec un autre butter. On peut croiser un butter avec un laisser, par exemple. Je vais vous en montrer un parce que j'ai aussi un mâle laisser pastel. Donc j'avais des bons projets, ouais. Après, on peut aussi croiser du butter ou du laisser avec, mettons, du mojave ou mettre deux mojaves ensemble. Mais à partir du moment qu'il y a du mojave dans le couple, c'est-à-dire que l'un des deux est mojave, les bébés ne seront pas pur blancs, yeux bleus. C'est-à-dire qu'il y aura une tête un peu grisâtre. Voilà, le petit ne sera pas vraiment à 100% blanc, ça ne sera pas un blanc pur comme de la neige. Que si on met mettons deux butters ensemble, deux laissers ensemble, butter, laisser, il y a aussi d'autres combinaisons là que j'ai pas en tête. On va retrouver, on peut avoir un pourcentage de chance d'avoir des bébés 100%, ça veut dire tout blanc, que ça soit du bout de la queue au bout de la tête, tout blanc, mais blanc comme neige, avec des yeux bleus. Alors on peut faire quelque chose de magnifique. Alors, c'est pas du trafic par l'homme là, comme certains peuvent imaginer. On met pas de la coloration par seringue, on fait pas des trucs bizarres. C'est uniquement en fait une sélection. C'est-à-dire qu'on va prendre un spécimen sélectionné avec un autre qu'on sélectionne, on les met ensemble. Donc moi par exemple dans mon élevage, il n'y a pas du tout de consanguinité. C'est-à-dire que les bébés qui sont nés des mêmes parents, je les remets pas ensemble pour refaire d'autres bébés avec certaines colorations. Forcément ça prend beaucoup plus de temps, mais derrière ça, je ne fais pas du tout de consanguinité dans mon élevage. Comment dire, le butter n'a pas été créé par l'homme. Donc celui-là, à la base, les tout premiers butters ont bien été trouvés en nature
même si c'est extrêmement rare parce que c'est des aberrations génétiques. Hein. Un python régis dans la nature n'a pas normalement cette coloration-là. Hein. C'est extrêmement rare. Mais il y a des mutations génétiques qui n'ont pas été créées par l'homme à la base, qui ne sont pas des combinaisons à base de 2 serpents avec des mutations génétiques bien spécifiques, mais ce sont des serpents qu'on retrouve comme ça, même si c'est extrêmement rare dans la nature. Comme du coup le butter, le lesser, le pastel, le spider, le pied-de-bold, l'albinos, tout ça ce sont des serpents, même si c'est extrêmement rare, c'est arrivé qu'une fois ou 2 fois, ce sont des serpents qui à la base ont été trouvés dans la nature et qui ont permis par la suite de les accoupler à d'autres pythons exactement les mêmes. Parce qu'il ne faut pas oublier que le bumblebee que je vous ai montré tout à l'heure et celui-là, c'est la même espèce, c'est la même sous-espèce, c'est le même serpent. Ce sont des pythons régis. Ce n'est pas un mélange de localité, ce n'est pas un mélange de sous-espèces, ce ne sont pas des bâtards, ça reste des bâtards. Ça reste des pures souches, des pures races, sauf que derrière, on a sélectionné certains petits pour obtenir ces colorations-là. Je rappelle que c'est une vidéo très simplifiée, il me faudrait vraiment à la limite trouver un professionnel qui fasse que ça, que de la mutation génétique, qui travaille que sur la mutation génétique sur les pythons régis, afin de vous faire une vidéo beaucoup plus détaillée avec de véritables informations, quelqu'un qui s'y connaît vraiment quoi, et qui dise voilà, là je vous dis pas des bêtises, je simplifie juste les termes pour que chacun comprenne, mais c'est beaucoup plus complexe que ça de croiser des serpents entre eux. Voilà, moi j'ai des projets de mutation génétique, donc je combine certains serpents pour essayer d'obtenir des bébés d'une certaine coloration. Notamment l'année dernière j'ai réussi à produire un lesser super pastel, là j'ai trouvé ça déjà magnifique. Et j'espère que sur le long terme, j'arriverai à faire de beaux petits bijoux. D'ailleurs, on va le voir parce que j'ai des œufs en incubation, comme vous avez pu le voir sur une de mes anciennes vidéos sur la fabrication d'un incubateur. Et vous avez pu voir que j'avais des œufs en incubation. J'ai d'autres œufs qui vont arriver. Et je vais vous montrer tout ça. De toute façon, après, il y a toujours les vidéos, là, les petites vidéos qui sortent de temps en temps, donc de 3 minutes à 5 minutes, où je vous montre un peu, donc je peux sortir les œufs, je peux vous montrer des vidéos comme ça, des petites séquences, des petites vidéos chez moi. Comme ça, on va vraiment beaucoup plus se focaliser sur les reptiles, hein, parce que comme je vais faire beaucoup plus de vidéos aquario, beaucoup plus de vidéos fourmis ces temps-ci, eh ben c'est normal que je fasse beaucoup plus de vidéos reptiles. Alors voici là le lesser pastel. Alors lui, il a toute une histoire parce que je lui ai complètement sauvé la vie. Alors vous voyez, il est un petit peu maigrichon aussi parce qu'il sort de période de repro. Et chez moi, la plupart des mâles ne veulent pas manger pendant la saison des amours. Et ils se mettent à manger juste après. Donc après, ils récupèrent leur poids progressivement. C'était une annonce sur Le Bon Coin. Alors je critique pas forcément Le Bon Coin parce qu'il y a aussi d'excellents vendeurs. Notamment moi de temps en temps qui fait des annonces sur Le Bon Coin. Mais on peut retrouver aussi n'importe quoi. Il y a vraiment, je voulais même faire carrément une vidéo avec les pires annonces du Bon Coin, mais je me suis dit ouais, on va me dire que c'est une vidéo putaclic. Et en fin de compte, le truc c'est que sur Le Bon Coin, on peut trouver des bons serpents, des bons éleveurs, des trucs vraiment, vraiment bien. Et on trouve des catastrophes. Et ça, c'était une catastrophe. Il s'avère que le serpent, en fin de compte, était tout juvénile, tout petit. Il n'était pas spécialement juvénile, c'est surtout qu'il n'était pas nourri, donc forcément il ne grandissait pas. Il y a des styles de cachettes qui sont faits, je pense, plus pour certains serpents et certains lézards que tous les reptiles confondus. C'est des cachettes un peu comme on retrouve par exemple chez Exoterra, des cachettes en tête de crocodile, des choses comme ça. Au niveau des yeux, il y a des ronds en fait. Le python régis, quand il glisse dedans, ça passe bien. Des fois, il va manger une proie, il va se retrouver bloqué. Des fois, il va grandir, vous ne faites pas attention, il va passer la tête. Le problème des serpents, c'est que quand il passe la tête quelque part, il faut faire en sorte que le corps suive derrière parce qu'il peut très bien se retrouver bloqué et c'est exactement ce qui s'est passé avec cet animal. Il s'est retrouvé bloqué dans une cachette en fin de compte au niveau du ventre. Mais quand je vous dis qu'il s'est retrouvé bloqué, le ventre a carrément pris la forme du rond, ça avait grossi sur les côtés et il s'est retrouvé complètement comme si en fait on avait un anneau au doigt qui comprimait le doigt et que ça faisait des boursouflures de chaque côté, ce qui fait que c'est impossible après à retirer. Il était bloqué dans son élément de décoration depuis je ne sais pas combien de temps, dans un terrarium, soi-disant ils étaient tous en plein déménagement, donc tout était débranché, c'était normal. Moi j'ai vu le terrarium, c'était 5 vitres,
collées les unes aux autres, là, une grille de ventilation, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de thermostat pour réguler une température quelle qu'elle soit, il n'y avait rien, il n'y avait rien. C'était froid, en plus c'était même pas en plein été, je sais plus la période de l'année, mais il faisait froid en plus, c'était un truc de fou. Quand tu touchais le serpent, ben, il était froid, c'était un truc de malade. C'était des grosses enculettes ces gens-là. Et en plus de ça, ils voulaient me le vendre, mais une fortune. Je ne suis pas venu acheter un serpent dans cet état-là, et encore moins à ce prix-là. Donc j'ai dû négocier et tout, et enfin bon, je l'ai récupéré. Et j'ai dit, je pensais que j'allais avoir des frais de vétérinaire derrière, mais non, il a... En fin de compte, pour l'enlever de la cachette, j'ai dû casser la cachette en espérant ne pas lui faire mal. Et il s'est remis à manger de suite, il avait vraiment très faim. Et après, il a repris du poids, et l'année d'après, tout ça, j'avais réussi à le reproduire. Après, c'est encore reproduit une autre fois. C'est vraiment, ça fait plaisir. Il se porte très bien maintenant. Là, nous avons une femelle Lemon Blast en période de mue, forcément. Je voulais quand même vous la montrer, mais comme elle est en période de mue, enfin voilà, vous avez compris, c'est un peu chiant. Voilà la Lemon Blast. Alors elle est très foncée au niveau de la peau des écailles, parce que comme elle est en période de mue, elle a les yeux un petit peu opaques, là ça se voit pas trop, tout dépend en fait à quand elle en est de sa période de mue, parce que les yeux aussi peuvent se rééclaircir avant que la mue tombe. Et là, si vous voyez au niveau du ventre, il est quand même rosé au lieu d'être blanc. C'est un signe aussi de mue, de mue qui arrive. Donc yeux opaques, ventre rosé, la coloration qui ternit, tout ça ce sont des signes comme quoi votre serpent est en période de mue. Et là normalement ce que je fais, je ne devrais pas le faire, c'est-à-dire que je manipule un serpent en période de mue. Je le fais exceptionnellement pour la vidéo. La mue ne va pas non plus tomber d'ici quelques heures, hein. Elle tombera d'ici quelques jours. Voilà, c'était pour vous la montrer quand même. Donc en fin de compte, le Lemon Blast, c'est du pastel avec du pinstripe. Donc elle a les dessins d'un pinstripe et elle a la coloration donc du pastel. Enfin une coloration pastel mélangée au pinstripe. Alors ça, c'est une femelle née chez moi. Alors je vous l'ai déjà montré, je vous la remontre. Regardez-moi ce ventre. C'est pas de la bellicitude sans déconner, c'est pas de la joyeuserie. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle. Et alors ça, je vous la montre quand même. Voilà, cette coloration-là, c'est comme ça qu'on trouve nos pitons. Enfin, plus ou moins c'est comme ça, oui, c'est une coloration naturelle. C'est la coloration d'origine qu'on retrouve le piton dans son pays d'élevage. Donc le piton Rhésus est africain. On peut le retrouver dans plusieurs pays d'Afrique, notamment le Togo, qui est très connu pour les pitons Rhésus. Voilà, donc si vous allez au Togo et que vous cherchez du Python Rhésus, c'est fort possible que vous le trouviez en fait avec une coloration comme ça. Après le dessin, je l'ai gardé parce que je trouvais que le dessin sortait un petit peu de l'ordinaire pour du Python Rhésus. Oui, bon, il sort pas trop de l'ordinaire pour certains d'entre vous, mais pour moi oui. La taille de la proie, moi je ne fais pas dépasser, il ne faut pas que l'épaisseur de la proie soit plus grosse que la partie la plus grosse de son corps. Normalement c'est 1,5 fois de plus, elle peut même avaler plus gros, c'est sûr. Mais moi je le fais pas, comme ça je prends vraiment aucun risque. C'est un choix personnel. Je préfère donner une petite proie, tant pis, même à la limite plus régulièrement qu'une très grosse proie. Après, comme je vous l'ai dit, c'est un petit choix. Il y a tellement de méthodes différentes, il y a tellement de gens qui font différemment. Du moment que vos serpents se portent bien, vous ne prenez pas la tête. Bon, faites pas non plus n'importe quoi, nourrissez pas tous les jours. Hein. Nourrissez une fois tous les 10 jours, une fois tous les 15 jours. Moi là, je pars sur à peu près tous les 15 jours et Laura ne dépasse pas la partie la plus grosse de son corps. Sinon, à la limite, ce que je fais quand j'ai un doute, je pèse mon serpent et je donne une proie qui fait 15% maximum du poids de mon serpent. Alors là, comme ça, je suis sûr, il n'y a vraiment aucun problème. Mais après, avec l'habitude, quand on connaît bien nos bêtes, quand on en a pas mal comme moi, on décongèle des rats, des souris, on sait comment les nourrir, quoi. On a nos petites méthodes, nos petites techniques et puis tout se passe bien. Avec l'expérience, après, on a toujours beaucoup plus de facilité. Celle-ci, c'est une petite albinos. Alors, c'est une petite albinos qui est très terne. J'ai le mâle, mais là, le mâle, il est en période de mue totale. Donc déjà, d'une part, j'ai pas envie de le manipuler. Et d'une autre part, il est tellement horrible qu'on dirait pas du tout un albinos. Alors je vous ai montré la femelle, je vous montrerai le mâle dans une prochaine vidéo, dans une petite mini vidéo à la limite.
Voilà, parce que le mâle est vraiment pétard pour un albinos et la femelle, elle, par contre, est très terne pour une albinos. Je la trouve toujours autant magnifique. Regardez-moi ses yeux. Après, les albinos, c'est un peu particulier. Beaucoup de monde aime et beaucoup de monde déteste aussi. Moi, j'adore ça. Par contre, alors chez les serpents, le fait qu'elles soient albinos, elle craint rien du tout parce que les serpents ne demandent pas de source de lumière spécifique. Du moins, les pitons régus n'en demandent pas forcément. On le fait surtout pour nous faire plaisir à nous, pas à eux. Du moment que la pièce est naturellement éclairée, à la limite, la lumière d'un terrarium ne sert pas à grand chose. Et en plus de ça, ils ne demandent pas du tout d'UVB. Les serpents en général ne demandent pas du tout d'UVB et encore moins les pitons régus, quoi. Donc le fait qu'elle soit albinos, en captivité, ne la dérange pas du tout, ça ne change en rien en fait sa façon de vivre, de se nourrir, il n'y a vraiment aucun souci. Par contre, là où je voulais en venir, c'est chez les lézards, comme les iguanes albinos par exemple, ils sont déjà beaucoup plus fragiles parce que comme ils craignent la lumière mais qu'ils ont besoin de la lumière pour vivre, c'est encore beaucoup plus rare d'en trouver en milieu donc naturel et à la limite même ils meurent parce que de toute façon ils ne peuvent pas vivre sur le long terme en milieu naturel, ils sont trop sensibles à la lumière et ils ont trop besoin de lumière pour vivre. Donc c'est un peu contradictoire tout ça. Alors celle-ci je vous la montre quand même, ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas montré, ça faisait longtemps. Ma femelle spider née en captivité que j'ai à tout prix voulu garder, même si c'était pas prévu que je garde une spider. Regardez-la. Alors, énorme remontée de blanc et en fait, une ligne dorsale qui redescend presque pas sur les côtés pour un dessin de spider. Comme vous pouvez le voir, elle redescend par endroits, mais ça reste assez rare. C'est dingue. En plus, je manipule jamais mes bêtes. Je fais que les observer, je les manipule pas. Et là, je les ai pris pour la vidéo. Et du coup, je redécouvre mes animaux. Le fait de les manipuler comme ça, c'est magique. C'est vraiment magique. Et voilà tout le monde. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Afin cherchez pas, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne YouTube. Quand je vois le ratio de like, quand je vois les commentaires, ça fait de l'interaction. Et ça met la vidéo en avant, logiquement, parce que ça aussi, s'il faut, c'est une légende urbaine et ça sert à rien. Ça fait que quand c'est mis en avant, ben, la chaîne après elle progresse, il y a de plus en plus de monde qui commence à connaître la chaîne, et puis ça avance et puis on est content. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Tonton Snake. Allez tout le monde, ciao ciao!